Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Anaïd, Product Marketing Manager chez The-Edge. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session des webinaires de The-Edge. Nous allons commencer cette session dans quelques instants, le temps que tout le monde puisse se connecter. En attendant, nous aimerions effectuer un court test audio avec les personnes qui sont connectées pour être sûr que vous nous entendez bien. Est-ce que vous pourriez nous écrire dans le chatter ou le petit onglet questions, la ville depuis laquelle vous nous écoutez ce matin? Alors, parfait. Allure. Donc, je vois qu'en tout cas, quelques personnes nous entendent, donc c'est parfait. On va attendre que d'autres personnes se connectent et on s'est connecté un petit peu en avance, donc on a encore 5 petites minutes devant nous. On revient dans quelques instants. Merci beaucoup. Nous sommes de retour, donc bonjour et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Commençons donc cette session placée sous la thématique des GDS. Avant de vous plonger dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, je souhaite vous donner un peu plus d'informations sur The-Edge pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. The-Edge est un éditeur de technologie SaaS et notre mission est d'optimiser les revenus hôteliers grâce à des solutions technologiques et marketing. Pour ce faire, nous avons conçu une des suites des solutions les plus exhaustives du marché qui couvre l'intégralité du processus de réservation. Aujourd'hui, nous avons plus de 12 000 clients à travers le monde et 700 d'entre eux utilisateurs de nos solutions GDS. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions pendant le webinaire en utilisant l'onglet sur GoToWebinar à cet effet. Donc, vous pouvez utiliser l'onglet questions ou chatter pour nous envoyer vos questions et vous pouvez cliquer sur la petite flèche située sur le panel GoToWebinar pour masquer ou démasquer le panel selon vos besoins pour vous donner une meilleure visibilité. Nous prendrons vos questions tout au long du webinaire et donc nous dédierons une session de questions-réponses à la fin du webinaire afin de répondre à vos questions. Je vais laisser à présent la main à Alexandre Simon qui va vous en dire plus sur la thématique d'aujourd'hui et présenter nos intervenants. Alexandre, laisse-moi juste une petite minute pour te donner la main. C'est bon, ça devrait être bon. Merci à tous et bonne session. Merci beaucoup, Anaïd. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir être présent ce matin avec Carole Laure et Juliette Binoche de la société Climb Up Hotels, ainsi que Laurence Corrieras, qui est du coup notre Product Manager GDS, pour notre première édition virtuelle de notre petit déjeuner thématique, que certains d'entre vous ont pu voir dans nos locaux. Climb Up Hotels est une société avec laquelle, du coup, The-Edge, nous sommes en étroite collaboration. Elle permet aux hôtels d'être représentés pour diversifier leur clientèle, autant corporate que loisirs et MICE d'ailleurs. Donc on a Carole, qui est une professionnelle de l'hôtellerie haut de gamme depuis plus de 20 ans, et Juliette, qui elle a participé au développement d'un label hôtelier regroupant des hôtels indépendants, et qui a du coup rejoint Carole il y a 2 ans en tant que directrice commerciale pour Climb Up Hotels. Et Laurence Corrieras, notre product manager GDS, qui est également présente ce matin. Donc elle est vraiment experte des services GDS et elle va nous aider à en comprendre les enjeux en cette période plutôt inédite. Donc ce petit déjeuner virtuel, en espérant d'ailleurs que tout le monde ait son croissant entre les mains, bien sûr, a pour but d'aborder les services GDS et la distribution hôtelière qui va avec. Donc Climb Up Hotels et The-Edge, en fait, sont deux entreprises assez complémentaires. En effet, The-Edge va proposer la technologie GDS, tandis que Climb Up Hotels aide les hôteliers plutôt dans l'optimisation de ce canal de vente. Du coup, pour commencer, je vais demander à Laurence un bref rappel de GDS et à quoi servent-ils. Alors, je passe. Voilà. Bonjour à tous, merci Alexandre, je suis ravie de pouvoir passer du temps avec vous aujourd'hui pour parler de la reprise bien sûr, mais aussi des GDS qui est, je l'avoue, mon sujet favori. Alors reprenons, qu'est-ce que sont les GDS? Alors les GDS, vous le savez certainement, mais ce sont les initiales de Global Distribution System. Ils ont été créés à l'origine dans les années 80 par les compagnies aériennes pour centraliser les billets d'avion. Et oui, il y a plus de 40 ans maintenant. En raison de leur expertise développée en technologie, les GDS sont devenus un important canal de distribution. De nombreuses compagnies aériennes ont conclu des ententes avec eux
pour la vente de leurs billets. Devant ce grand succès, les hôtels, locations de voitures et autres produits s'y sont ajoutés. Il existe aujourd'hui 4 systèmes GDS qui couvrent le monde entier: Sabre, Amadeus, et Galileo et Worldspan. Ce réseau rassemble environ 600 000 agences de voyage dans le monde. Ce canal de distribution est donc international et permet à un agent de voyage à l'autre bout du monde, quand c'est au beau milieu de la nuit pour votre hôtel, de réserver directement les tarifs en ligne 24 heures sur 24 pour son client. L'avantage de ce système pour un agent de voyage est qu'il peut facilement consulter et comparer les produits de plusieurs fournisseurs à la fois, sans avoir à rechercher l'information sur chacun des sites. Un agent de voyage peut donc facilement et rapidement, sur une seule et même plateforme, réserver des forfaits complets, incluant l'avion, hôtel, location de voiture, train, bus, attractions touristiques et bien d'autres. Alors j'entends souvent des personnes qui disent que les GDS vont mourir, et pourtant, selon les études sorties en fin d'année dernière, même avec l'arrivée et l'explosion d'Internet, les GDS continuent de grandir et ont généré l'année dernière 76 millions de réservations contre 70 2 ans avant, soit 5 millions de réservations en plus tout de même. Sachez que les GDS est le canal préféré pour les voyageurs d'affaires. Les réservations passées via les GDS sont à 80% pour des voyages d'affaires et 20% pour des voyages touristiques. Le GDS est donc un canal intéressant pour attirer des clients corporate, chose d'autant plus importante dans cette période spéciale, car le voyage d'affaires repartira plus vite que le tourisme de loisirs. Il est donc important d'y être connecté pour être dans les systèmes de réservation. Merci beaucoup, Laurence, pour ce rappel des GDS. Maintenant, du coup, j'aimerais poser la question à Climb Up Hotels de savoir un petit peu quelles sont les actions que vous menez pour dynamiser le canal GDS et comment est-ce que vous concrétisez un contrat pour un hôtel. Peut-être que Carole, tu peux nous expliquer un peu. Oui, alors bonjour à tous. Merci Alexandre et Laurence pour cette introduction. C'est vrai qu'on oublie souvent ce canal de réservation et pourtant il peut vraiment faire la différence. Alors nous, notre mission commerciale, on suggère souvent en fonction de la typologie des hôtels de souscrire au GDS. Après, il est vrai que pour que ça fonctionne, il faut vraiment le travailler et le dynamiser constamment. Alors, nous, concrètement, on a 2 axes de travail. Le premier qui va être sur la partie loisirs et le deuxième qui va être sur la partie corporate. Alors, concrètement, comment ça se passe? Nous, sur la partie loisirs, notre travail va consister à faire connaître les hôtels auprès des agences de voyage haut de gamme en France, mais aussi en Europe, puisque nous opérons sur les marchés UK, suisse et européens. Et pour cela, on va faire vraiment des sales calls tous les mois. Alors, c'est vrai qu'en cette période de Covid, ça a été un petit peu compliqué de faire des rendez-vous, donc on a dû revoir un petit peu notre copie. Et pour cela, nous avons organisé et commencé à faire des webinars de présentation et de formation sur les hôtels dont on s'occupe auprès des agences. Et finalement, c'est assez bien reçu et on a de plus en plus de participants puisque sur notre dernier webinar, on a réussi à rassembler plus de 70 agences de voyage. Donc, c'est assez encourageant. Après, on a autre chose qu'on essaye de mettre en place de plus en plus aussi avec nos clients hôtels. Ça va être de leur expliquer que c'est vrai qu'il faut parfois faire des opérations, pas uniquement sur les OTA, mais aussi sur les GDS. Et par exemple, augmenter son taux de commission pour un agent de voyage au lieu de plutôt faire une promotion, ça peut être intéressant. Alors moi, je me souviens qu'après les attentats de Paris, j'avais visité une agence en Suisse et cette agence me disait comment on peut faire pour travailler mieux ensemble. Donc je disais on peut vous faire une promotion, quelque chose comme ça. Puis finalement, il m'expliquait que son volume de clients n'avait pas bougé. En revanche, avec toutes les promotions qu'on arrivait à faire en ce moment, son chiffre d'affaires, lui, diminuait drastiquement. Donc finalement, la solution pour les agences et pour pousser à vendre les hôtels était plutôt de garder, de maintenir notre prix moyen, mais en revanche, d'augmenter un petit peu notre taux de commission.
Voilà. Puis après, sur la partie loisirs, toujours, on va communiquer très régulièrement auprès de ces acteurs-là, en envoyant des newsletters avec nos offres, en mentionnant et surtout ne pas oublier de mentionner les codes GDS. Voilà. Sur la partie corporate, alors on a deux axes. Le premier axe, pardon, c'est si l'hôtel a souscrit à un programme type Lanyon, nous, on va aider à répondre au RFP. On va contacter les filiales locales pour appuyer et accepter l'hôtel dans le programme. Donc voilà, c'est un processus qui est assez long aussi. Et le deuxième axe, c'est que nous allons prospecter toutes les entreprises en France, aux alentours de l'hôtel et en Europe, par téléphone, sur le terrain aussi, puisqu'on se déplace très régulièrement. Et ça permet d'accélérer pas mal le processus. Alors, par exemple, on a notre client, pour vous donner un exemple, avec l'hôtel Souba et son directeur Yannick Aragno, qui avait tenté d'intégrer un programme Capgemini avant notre arrivée. Et finalement, grâce à notre réseau, nous, on a pu contacter le TMC local de Paris, prendre rendez-vous avec lui dans ses bureaux, et puis ensuite, on a réussi à le faire venir visiter l'hôtel et puis finalement être accepté dans le programme. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est un travail de longue haleine, puisqu'entre le premier rendez-vous, on va dire, et la mise en ligne de l'hôtel sur les GDS, ça nous aura pris presque 6 mois de persévérance, mais c'est vrai que le jeu en vaut quand même la chandelle. Après, la production, elle n'est pas toujours non plus au rendez-vous les 6 premiers mois, ça prend vraiment du temps. Et ça dépend aussi un petit peu de la communication en interne de l'entreprise. Et c'est pourquoi notre travail aussi, au-delà de concrétiser les contrats, ça va vraiment aussi d'accompagner les hôtels et de dynamiser pour booster les ventes tout au long de l'année. Et vraiment, je pense que c'est un canal qu'on oublie souvent, mais qu'il faut vraiment dynamiser tout au long de l'année. Alors, pour vous donner un autre exemple, on avait avec un autre hôtel dans le 9e, signé avec Criteo, qui est une des plus grosses plateformes de communication et de web marketing. Et c'est vrai qu'on n'avait pas tout à fait les résultats escomptés en début de contrat. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est un petit doc interne pour que la chargée de voyage et chargée de compte de la société puisse diffuser auprès de ses équipes. Et on a pu voir que tout de suite, ça a un petit peu reboosté les ventes. Après, on a d'autres cas aussi, comme LVMH, qui ne voulait pas signer avec un autre hôtel qu'on avait aussi dans le 9e. Bon, là, finalement, on l'a un petit peu, on lui a offert finalement une nuitée. On lui a dit, écoutez, venez tester l'hôtel. Ça reste encore la meilleure façon de signer des contrats. Et puis, finalement, il a adoré le lieu. Et puis, il a fini par signer son engagement sur 2 ans. Et là, en revanche, ça a pris tout de suite. Et justement, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi peut-être une nouvelle clientèle qui est à la recherche de nouveaux concepts. Et là, ça a très, très bien marché. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier surtout que cette partie corporate-là, en général, même si ça reste un travail de fourmi, c'est quand même très intéressant par ce biais-là, parce que ça reste des contrats qui ne payent pas de commission comme une agence de voyage et qui va passer par des plateformes même si elle passe par des plateformes type Egencia, American Express pour connecter les GDS. Vous n'allez avoir que le coût GDS finalement à la fin à payer. Donc ça reste très important, et sachant que le corporate représente quand même une grosse partie des GDS, c'est vraiment pas un segment à négliger. Voilà, Alexandre, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, merci beaucoup, Carole. Super, c'est bien clair. À un moment, tu parlais de Lanyon, d'un outil comme Lanyon. On va maintenant parler justement de la signature des contrats avec des sociétés internationales et nationales, locales. Donc la question, c'est concrètement comment fait-on? Est-ce qu'un outil comme Lanyon peut aider les hôtels ou pas? Laurence, peut-être que tu peux y répondre. Avec plaisir. Alors, je suis pas là pour faire la promotion de Lanyon, parce que c'est pas non plus l'outil
l'outil majeur, mais en tout cas, c'est un élément très important à prendre en considération. Alors, laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, vous le savez, pour réussir à signer de nouveaux contrats corporate, donc vous avez 3 solutions. La première est de tenter le démarchage, c'est-à-dire d'appeler les sociétés qui ont des bureaux proches de chez vous et essayer d'obtenir un rendez-vous pour présenter votre hôtel. Comme vous l'a bien expliqué Carole, ce n'est pas simple et ça demande beaucoup de patience. D'où effectivement l'aide de sociétés comme ClimbUp. La deuxième solution, je dirais, c'est assez simple, c'est peut-être de former votre personnel à la réception afin qu'ils aient le réflexe de questionner chaque client pour savoir s'il vient d'une société et si oui, d'indiquer cette information dans votre PMS. Ainsi, chaque année, vous serez en mesure de vous rendre compte que la société IBM ou AXA ou une autre a généré tant de nuitées. Avec des chiffres, il est beaucoup plus facile d'approcher la société, surtout si le client à l'hôtel peut vous donner les coordonnées de la personne en charge des voyages d'affaires de la société. Voilà, ça, c'est un élément très important que peu d'hôtels font, mais c'est vrai que ça peut vraiment vous aider de façon simple à aller signer de nouveaux contrats corporate. Enfin, la troisième possibilité pour l'hôtel est de passer effectivement par une solution globale et centralisée telle Lenion. Alors Lenion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des plateformes les plus grosses dans le monde pour centraliser les appels d'offres de très grosses sociétés. Alors, ce n'est pas pour les petites sociétés, mais vraiment pour de très grosses sociétés internationales. Lenion a à peu près un portefeuille de 200 sociétés. Et donc, c'est un outil très intéressant pour vous aider à capter des sociétés et peut-être à réussir à signer un contrat avec certaines d'entre elles. Lenion vous aide à suivre la saison des RFP. Alors, RFP, je le reprécise pour ceux qui ne le sauraient pas, veut dire Request for Proposal, RFP, donc appel d'offres. Donc, vous savez que tous les ans, la saison des RFP débute en juillet, donc maintenant, et se déroule jusqu'en mars de l'année suivante. Au fil de ces mois, les hôtels utilisant Lenion ont la possibilité de recevoir des RFP et d'y répondre. Donc, dès maintenant, pour obtenir des contrats sociétés qui seront valables pour l'année 2021. Alors, cette année est un peu particulière, car il semblerait que les RFP seront un peu retardés. Effectivement, ça se comprend, au vu de la situation actuelle, et que certains contrats sociétés seront même envoyés pour une durée de 2 ans, au lieu d'1 an habituellement. Alors, ce n'est pas encore prouvé, mais c'est en tout cas ce que certaines sociétés semblent vouloir faire. Merci beaucoup, Laurence, pour ces précisions. Maintenant, on pourrait aborder le sujet du marché local, avoir un petit peu le point de vue sur le marché local, quid de l'Europe, quid de la France. En effet, on s'était rendu compte que post-attentat, la clientèle de retour en premier, c'était la clientèle française dans les établissements français. Est-ce que c'est la même chose après chaque crise ou pas? Est-ce que Juliette, tu peux nous donner ton point de vue? Oui, c'est une bonne question, Alexandre, merci de la poser. Effectivement, ce qu'on peut dire déjà, c'est que nous, on a eu la chance de créer la société juste avant les attentats de 2015, alors qu'on travaillait surtout à ce moment-là sur le segment du loisir haut de gamme. Donc nous, on a dû complètement se réinventer. Alors, ce qui a fonctionné pour les hôtels qui ont bien voulu revoir leur copie, c'est de travailler en fait sur une clientèle plus locale et nationale, et surtout sur le corporate, ce qui leur a permis finalement de s'en sortir et de pérenniser un matelas de réservation. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire des parallèles entre chaque crise, car on a tous cette année les gilets jaunes, les grèves, maintenant le coronavirus, et on ne peut pas faire de généralité. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a déjà été contacté par des agences de voyage françaises, comme par exemple la Maison du Voyage, pour ne citer qu'elle, qui se sont spécialisées sur les voyages à l'étranger et surtout les longs courriers, et qui aujourd'hui souhaitent se réinventer pour proposer des solutions à leurs clients et continuer leur activité. Donc, ils essayent de créer de nouveaux itinéraires, principalement en France. C'est plutôt encourageant parce qu'on voit, nous, on s'occupe d'un hôtel, par exemple, en province, qui habituellement n'a que 5% de Français dans son mix client et 95% d'étrangers. Et aujourd'hui, on arrive, grâce à nos actions, à augmenter ce chiffre avec un taux d'occupation de 45% la semaine et 60 à 65 les week-ends, avec une clientèle francophone. Question, Alexandre, en effet, la clientèle française sera la première à revenir dans nos hôtels, je pense. J'ai d'ailleurs quelques chiffres intéressants pour la France à partager avec vous sur le corporate, entre autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que, juste pour introduire ça, c'est que ClimbUp Hotel fait partie de l'association GBTA, Global Business Travel Association, qui regroupe plus de 1600 sociétés en France
et qui a récemment fait une étude auprès de ses membres. Et de cette étude, en fait, on nous dit que 47% des entreprises estiment une reprise des déplacements entre septembre et décembre 2020, 28% entre janvier et mars 2021, et encore 23% qui n'ont pas de visibilité. Ce qu'on remarque aussi, c'est que finalement, une reprise est opérée par Air France, par exemple, en Europe et en France, donc c'est plutôt encourageant. Donc même si l'international manque, il ne faut pas du tout oublier les belles sociétés qu'on a en France et qui passent par les RFP et les plateformes GDS, même si parfois c'est un processus long, comme le disait Carole tout à l'heure. Donc par ailleurs, et toujours selon GBTA, ces sociétés nous disent qu'elles ne sont pas en retard et qu'elles n'ont pas mis en suspens les renouvellements de contrats. Donc c'est maintenant tout de suite qu'il faut se pencher sur les programmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, la réponse au RFP, ça peut être un travail long et fastidieux. Et nous, on accompagne nos clients sur ces réponses. C'est très important et très utile. Ce que je peux ajouter, c'est que avec l'Agnon, alors tout à l'heure, Laurence, tu as parlé de 200 sociétés. Je pense que c'était une erreur parce que c'est 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, avec l'Agnon, il y a une certaine automatisation des propositions. Mais comme le disait Carole tout à l'heure aussi, ça ne prend pas toujours en considération certains hôtels qui sortent un tout petit peu du scope géographique, par exemple. Donc, notre rôle, c'est d'aller chercher ces sociétés qui n'ont pas connaissance de certains hôtels. Et on a pu s'apercevoir qu'après une visite, effectivement, des travel managers, les contrats se signent. Donc, à titre d'exemple, on a signé par exemple avec l'Occitane dans un hôtel qui se trouve dans le 17e. L'Occitane passe par Egencia et donc les réservations se font aussi par les GDS. On a aussi signé Chanel avec un autre hôtel dans le 17e aussi et LVMH dans le 9e, comme le disait Carole. C'est des exemples concrets, je pense que c'est important de les citer parce que sans notre action, ça aurait été plus compliqué. Ces sociétés ont fait rentrer dans le programme de RFP ces hôtels grâce à nous. Et du coup, on signe un contrat directement lié au GDS. D'autre part, concernant l'Europe, ce que je peux vous dire, c'est qu'on commence à avoir des demandes de groupe qui démarrent pour septembre-octobre sur Paris. Mais cela va évidemment dépendre du maintien des salons. Et on a pu voir aussi une reprise de la clientèle allemande, belge et suisse. Et pour la partie corpo de la clientèle européenne, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir. Il est vrai que les réunions en ligne sont beaucoup privilégiées, mais on a quand même un bon espoir que la reprise se fasse sur le premier trimestre 2021, bien entendu, toujours en corrélation aussi avec nos événements sur le territoire français. Voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question, Alexandre. Merci beaucoup, Juliette. Un petit point peut-être sur Laurent, sur la mise en place du service GDS et le travail que l'hôtelier va faire. Alors, si votre hôtel n'est pas encore sur les GDS, alors c'est très simple. DH peut tout à fait vous accompagner là-dessus, puisqu'on a une technologie GDS qui fonctionne depuis de nombreuses années. Et au-delà de notre technologie, notre solution est connectable au Channel Manager et au PMS afin de faciliter le travail de l'hôtel et surtout de permettre de vendre la dernière chambre sur tous les canaux, y compris les GDS, bien entendu. Donc l'installation est très simple côté hôtel, puisqu'on récupère le contenu basique de l'hôtel et ensuite nos équipes sont en charge de travailler le contenu au langage très particulier des GDS. Ensuite, on s'assure auprès de vos équipes que la distribution de votre hôtel sur les GDS est celle souhaitée et on vous donne également des recommandations utiles pour la bonne utilisation des GDS. Merci beaucoup. Du coup, peut-être ce serait bien de parler également de quels hôtels doivent être sur les GDS et quelle clientèle ce canal peut-il apporter, voilà, ville, campagne, quel standing, loisirs, corpo, qu'on ait un peu plus d'infos là-dessus. Carole, si tu veux bien prendre la parole. Oui, Alexandre, alors, je dirais que les hôtels qui sont bien implantés en ville méritent tous des GDS parce que justement, ils bénéficient d'événements locaux et d'entreprises assez importantes au niveau des GDS, donc ça sera une bonne source. Après, au niveau des hôtels en campagne ou plus éloignés en province, c'est vrai que là, le standing joue un petit peu plus parce que moi, ce que je vois, c'est que nos hôtels de province sont finalement le canal qui réserve plus par le GDS
enfin, ça va plus être les agences de loisirs qui vont réserver par ce canal-là. Mais c'est vrai que là, on va être plutôt sur des agences haut de gamme, type Virtuoso, TravellerMade, avec une clientèle vraiment étrangère. Donc, ça va dépendre un petit peu de son mix client aussi. Après, il ne faut pas oublier quand on dit campagne, province, parfois on a des grosses entreprises qui s'installent. Je pense notamment, je reviens sur LVMH, mais ils installent une deuxième usine cette année à Vendôme dans le Loir-et-Cher. Qui, dans le Loir-et-Cher, sont des hôtels qui sont plutôt normalement à tendance loisir. Mine de rien, là, ça vaut quand même le coup d'aller chercher, par exemple, ce type de contrat. Et puis, non, ben voilà. Puis après, il ne faut pas oublier non plus toutes les conciergeries qui, elles, ramènent aussi tout ce qui est loisirs et corporate à la fois. Donc, j'ai envie de dire qu'en ville, à peu près, tous les hôtels devraient avoir des GDS. Et en province, ça va dépendre un petit peu vraiment de son mix client et des entreprises qu'il y a dans les environs. Ok, merci. Bon, tout le monde doit se poser la question, en gros. Exactement. Merci. Alors, du coup, peut-être que Laurence, tu pourrais nous donner des bonnes pratiques pour justement l'installation et l'utilisation surtout du service GDS. Alors, effectivement, je peux vous donner mes recommandations, des recommandations faciles à mettre en place et surtout gratuites, donc il ne faut pas s'en passer. La première serait d'être bien attentif à ce que les disponibilités soient bien à jour sur les GDS. Vous allez me dire que c'est d'une telle évidence. Oui, mais si je me permets de commencer par ce point, c'est que lors de mes rendez-vous avec des hôtels, ne serait-ce que ce dernier mois, j'ai pu remarquer que pas mal d'hôtels n'ont pas ouvert leur planning sur les GDS, même pour le dernier trimestre, et c'est souvent par erreur. Alors donc vérifiez bien que les tarifs dédiés aux GDS ont bien été ouverts et mappés en cas de connectivité avec un channel manager. La deuxième bonne pratique serait de bien s'assurer que votre hôtel respecte bien la parité tarifaire entre les GDS et les OTA. Votre site, bien sûr, peut avoir des tarifs plus avantageux, mais les GDS ne doivent pas avoir les prix les plus élevés, comme je le vois souvent. Et souvent aussi, j'entends dire que c'est parce que les GDS coûtent cher. C'est comme tout, si vous ne jouez pas de jeu, vous ne pourrez pas optimiser vos ventes sur ce canal. En plus, est-ce que vous savez que le prix moyen d'une réservation GDS est souvent plus élevé qu'une réservation OTA? Est-ce que vous savez pourquoi? Alors, je vais vous donner deux raisons. La première, vous savez certainement que les hôtels reversent une commission d'environ 10% aux agents de voyage qui réservent dans leur hôtel via les GDS, 10% étant la commission standard. Donc, une agence de voyage a tout intérêt à réserver un prix plus élevé pour toucher une commission plus importante. Encore une fois, une réservation GDS, c'est une réservation qui est faite par un agent de voyage et pas par le client lui-même. La deuxième raison est qu'en déplacement professionnel, le voyageur est moins sensible au prix que sur une réservation à titre personnel. Il doit juste s'assurer que le prix de l'hôtel ne dépasse pas la politique voyage imposée par son entreprise, mais n'hésitera pas à réserver un tarif plus élevé si elle le lui permet. Donc, pas de raison de ne pas respecter la parité tarifaire. Une troisième bonne pratique concerne justement cette commission agence de voyage. L'offrir est un basique à bien respecter, sinon évidemment, vous n'attirerez pas l'agent de voyage à réserver votre hôtel, mais bien évidemment ailleurs. En cette période spéciale, il est même recommandé, comme l'a dit Carole auparavant, d'offrir des commissions plus élevées pour essayer de capter un maximum de réservations. Alors bien entendu, il faut bien vous assurer que vous utilisez également les bons outils tels Onyx. Vous savez, c'est un outil qui permet de centraliser et payer les commissions aux agences de voyage. Voilà, parce que il faut l'ouvrir, mais il faut aussi la payer derrière pour éviter d'être blacklisté auprès des agents de voyage. Ma quatrième recommandation est primordiale. Votre contenu GDS doit être complet, à jour et clair. Et quand je parle de contenu, je parle de toute la partie textuelle, mais aussi visuelle. Vos descriptions de chambres et tarifs, qui sont très courtes, mais doivent être le plus complet possible, afin que l'agent de voyage comprenne rapidement ce qui est inclus dans le tarif et pourquoi il y a une différence de prix entre deux types de chambres. Vous n'imaginez pas tous les hôtels qui n'ont pas mis à jour leur contenu GDS depuis des années. Et c'est compréhensible, car il est rare pour les hôtels de pouvoir accéder facilement à leur contenu GDS, contrairement aux sites internet et ceux des OTA.
Demandez à votre représentant GDS de vous transmettre votre contenu GDS. Le contenu est la force des GDS. Il faut impérativement que tout soit correct. Sinon, grande nouveauté du GDS Sabre, un nouvel indicateur est en train d'être développé suite à la pandémie. Son nom est Stay Safe. Si votre hôtel est connecté au GDS, votre représentant GDS a dû vous en informer. Pensez donc à bien le faire activer pour votre hôtel. Cela est très important parce que ça va rassurer vos clients à réserver votre établissement. Donc, Stay Safe est un système qui garantit que l'hôtel suit bien des mesures sanitaires suite à la pandémie. Enfin, et pour terminer, cette dernière bonne pratique concerne les hôtels qui ont souscrit à des programmes consortia, c'est-à-dire qui auraient signé avec American Express, Carlsberg Wagonlit, BCD Travel et d'autres. Il est aussi également recommandé de leur proposer d'augmenter leur taux de commission. Cela peut clairement vous aider à stimuler les ventes. Voilà, ça c'est un petit plus. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Parfait. On va passer maintenant à la partie, donc comme annoncé au début du webinaire, à la partie questions-réponses. Avant cela, nous avons une brève annonce à faire. Nous vous demandons de rester connecté jusqu'à la fin, car une étude de satisfaction s'affichera une fois que la session sera terminée. Si vous pouviez prendre 2 minutes pour la remplir, ça nous aiderait vraiment à nous améliorer et vous proposer un contenu toujours plus qualitatif. Donc, je vais laisser la main maintenant à Alexandre pour donc faire les questions-réponses, la partie questions-réponses. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, on a une première question qui dit du coup, les réservations corpo via GDS ne sont pas commissionnées. Pourtant, de mon côté, il s'agit simplement de la configuration de mes tarifs distribués via Pegasus, commission de 10% sur la majorité de nos tarifs corpo. Carole, si tu veux répondre. Oui, alors en fait, il y a des sociétés qui vont être commissionnées. Alors, dans le programme corporate, quand vous allez avoir un contrat qui va se faire en direct avec la société, vous allez le connecter à un GDS qui va se servir d'une plateforme, donc juste pour être interfacé avec le GDS. Donc là, dans ce cas-là, la seule commission que vous payez, elle est la commission du GDS. Si toutefois cette société, vous l'auriez signée par le biais d'un consortia ou HRG, où on voit d'autres plateformes qui arrivent ou qui regroupent des contrats corpo type consortia, là en revanche, effectivement, vous allez payer à la fois la commission, c'est le cas par exemple avec Carlsberg Wagonlit, et à la fois la commission GDS. Donc c'est pour ça que le mieux, ça reste quand même d'essayer de capter directement la société. En revanche, si vous passez par l'Agnon et que vous avez des demandes de RFP, quand vous répondez à ces RFP-là, en direct, c'est la même chose, vous n'avez que la commission du GDS à payer et votre coût fixe annuel de l'Agnon. Voilà. Ok, merci beaucoup. On a une autre question qui part. Alors, Laurence, il y avait peut-être plus ou moins, tu en as peut-être déjà un peu parlé. C'était sur, voilà, faut-il respecter, elle revient plusieurs fois cette question en fait, faut-il respecter la parité tarifaire sur les GDS? Peut-on afficher des tarifs plus chers que nos tarifs directs? On nous pose plusieurs fois cette question. Ce qu'il faut faire par rapport à Booking, au FIT, au direct, etc. Laurence, tu veux refaire un petit tour là-dessus? Tout à fait. Donc effectivement, je l'ai déjà dit dans les bonnes pratiques, mais c'est vraiment important de respecter la parité tarifaire entre les GDS et les OTA. Donc c'est plus simple pour vous, les tarifs que vous diffusez sur les OTA, vous les ajoutez, vous les assignez également au GDS. Donc quand je dis parité tarifaire, donc c'est votre bar, votre hôtel booking, votre B&B, enfin tous les tarifs publics que vous donnez aux OTA, donnez-les aussi au GDS, ça c'est vraiment important. Les agents de voyage, quand elles font des réservations, elles vont voir le site internet de l'hôtel, elles vont voir le site des OTA et elles vont effectivement réserver au final sur les GDS. Donc si elles voient une disparité, c'est jamais très bon pour l'hôtel. Donc vraiment, je vous conseille de respecter la parité tarifaire entre les OTA et les GDS. Ok, merci beaucoup. On a une autre
Question du coup pour toi Laurent, si je souscris au service GDS avec The-Edge, quel est le délai d'installation? Alors, c'est une bonne question, effectivement, on n'en a pas parlé. Donc, à partir du moment où, effectivement, un hôtel souhaite utiliser les services GDS de The-Edge, écoutez, ça met en moyenne 2 semaines, 2 à 3 semaines, voilà, pour connecter, pour que l'hôtel soit diffusé sur les GDS. Voilà. Vous savez qu'un hôtel ne peut pas être doublement représenté. Donc, effectivement, si un hôtel est déjà connecté au GDS, il faut attendre la fin du contrat avec son représentant pour pouvoir faire un switch, donc un changement des codes. Donc ça, on attend, là, la date est dépendante de la fin de contrat du représentant GDS. Mais si un hôtel n'est pas connecté sur les GDS, dès qu'il a signé, on met à peu près 2 à 3 semaines. Voilà. Super, merci beaucoup. Peut-être pour Carole, comment se différencier sur les GDS par rapport à ses concurrents? Oui, alors pour se différencier sur les GDS, moi j'ai envie de dire, ça va rester sur les basiques encore une fois, avoir une excellente description de ses services et de ses chambres. Donc ça va être des choses primordiales. Alors c'est vrai qu'en plus on oublie souvent de regarder ces descriptions, surtout parce que sur les GDS c'est moins simple de le faire que sur les OTA. Mais ça, c'est très important à vérifier pareil, ces photos, que ces tarifs soient ouverts. Je vais répéter, mais que la parité tarifaire soit respectée. Ça, c'est ce qui va pouvoir faire la différence par rapport aux concurrents. Ok, merci beaucoup. On a une autre question. Laurence, The-Edge a signé un partenariat avec Lanyon. Combien de temps cela prend pour que la souscription s'active? Alors, il faut savoir que les contrats Lenyon commencent de juillet à juillet, ça dure un an. Voilà, vous souscrivez, les hôtels souscrivent sur un an. Alors c'est pas The-Edge, hein, c'est Lenyon qui fonctionne comme ça. Et du coup, pour les hôtels qui effectivement avaient souscrit en juin, eh ben, ils ont dû attendre là début juillet. Donc là, maintenant, pour les nouvelles souscriptions à partir de maintenant, puisque nous sommes en juillet, ça met à peu près, je sais pas, une petite semaine à tout casser pour avoir un accès. Ok, super. Alors, une autre question, tiens, Juliette, y a-t-il un nombre minimum de chambres à avoir pour conclure des contrats corpaux? Alors, c'est une bonne question. On va dire que si vous avez un tout petit hôtel de 5-6 chambres, ça va être compliqué. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, on a des hôtels de 25-30 chambres sur lesquels on arrive à signer des contrats corpaux. Plutôt en ville, hein, pour le coup. Si on est sur du loisir, c'est encore un peu différent, mais il faut quand même avoir effectivement une trentaine de chambres, je pense. Carole, si tu veux ajouter quelque chose, ou si tu veux compléter ma réponse, tu peux. Par rapport au nombre de chambres, c'est toujours quand même mieux si on est en ville et qu'on a forcément plus de 50 chambres, on va réussir à générer beaucoup plus de volume et ce sera beaucoup plus intéressant dans les programmes RFP. Ce que veut dire par là Juliette, c'est que voilà, on a quand même des hôtels de 25 chambres qui arrivent à avoir un joli volume, mais il faut faire une belle étude avant des sociétés qu'on a autour. Et après, l'intérêt de toute façon, à la fin de tout ça, c'est d'avoir un mix de clients et des canaux de vente qui soient assez variés pour ne jamais dépendre d'un seul et même canal de distribution. En fait, ce qui va faire vraiment, j'ai envie de dire, la force de vos ventes, ça va être la mixité de votre panier et le fait de ne pas dépendre que d'un OTA ou que d'une clientèle américaine. En fait, au plus vous allez varier vos canaux et votre mix clientèle, et au mieux vous allez supporter les crises telles qu'on est en train de vivre. Voilà. C'était peut-être mon mot de la fin. Ok, merci Carole. C'est peut-être pas encore fini, hein. Alors, on a également des questions du coup sur le coût moyen des produits The-Edge. Si vous êtes client, faut pas hésiter à se rapprocher de la compte manager. De toute manière, on va relever ce genre de questions qui sont plus à voir avec la compte manager et on le fera après le webinaire sans problème. J'ai une autre question à laquelle Laurence pourrait répondre. Avons-nous au moins une chance d'être visible si nous sommes indépendants qu'avec une enseigne connue?
merci pour la question. Donc effectivement, mais effectivement, j'entends souvent ça. Je suis toujours assez surprise de la question parce que j'entends souvent ça. Mais en fait, faut vraiment comprendre qu'une distribution GDS, c'est juste vous branchez les tuyaux. Hein. Que vous soyez avec Pierre-Paul Jacques, ça ne change absolument rien. Vous branchez les tuyaux, vous êtes connecté. Le référencement d'un hôtel est exactement le même. C'est-à-dire votre hôtel est autant visible qu'un autre si vous êtes avec Pierre-Paul Jacques. Voilà. Ça ne va rien changer. C'est vraiment, nous, on vous connecte aux 600 000 agences de voyage, comme peuvent faire tous les autres. Okay, ce qui fait toute la différence en termes de visibilité, c'est déjà les bonnes pratiques, les choses de base qu'on a évoquées, est-ce qu'elles sont bien mises en place? Est-ce que le contenu est bien mis en place? Parce que là, j'insiste, hein, le contenu, c'est extrêmement important dans la partie GDS et ça va vous permettre effectivement d'être plus visible. Donc ça, effectivement, c'est un travail que l'on fait parce que c'est vraiment la base dans les GDS. Okay, donc ça va vous permettre d'améliorer votre visibilité. Et après, j'aurais tendance à dire, c'est effectivement tout le dynamisme que vous allez mettre autour des GDS, au travers, effectivement, plus vous aurez des contrats corporate, plus vous aurez des consortia. Alors bon, les consortia, c'est aussi autre chose. Hein. Signer à des consortia coûte de l'argent, ce n'est pas adapté à tout le monde, donc c'est pas ça qui va effectivement vous permettre d'être plus visible. Donc ça va dépendre de votre hôtel. Mais en tout cas, j'insiste bien, votre visibilité est exactement la même que vous soyez un hôtel indépendant ou que vous soyez avec une chaîne. Après, la chaîne peut vous aider à faire de la stimulation commerciale, comme peuvent faire des sociétés comme ClimbUp ou autres, tout autour du GDS pour stimuler les ventes. Mais en termes de pure techno, c'est exactement la même chose. Ok, merci beaucoup Laurence. On a également eu plusieurs questions qui en gros demandaient, voilà, faut-il être client d'IH pour travailler avec une société comme ClimbUp et inversement? Laurence, Carole, Juliette, peu importe si... Oui, je peux répondre, Alexandre. Hein, en fait, non, on est juste, je pense, de bons. Nous, on a l'habitude, en fait, de travailler avec The Edge. C'est une plateforme qu'on aime beaucoup et avec qui quasiment la totalité de nos clients travaillent. Donc, c'est pour nous très facile d'opérer avec la plateforme The Edge qui est très familiale. Enfin, je sais pas. Donc, il n'y a pas d'obligation, quoi. C'est ça, On peut exactement. dire qu'on est complémentaires, en fait, finalement. Absolument. Alors, je regarde les autres questions qui arrivent. Alors, j'en ai une. Quels sont les tarifs les plus vendus? Bar, prepaid, qu'est-ce qui est le plus vendu sur les GDS? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que ça dépend de l'hôtel et ça dépend de la logique tarifaire appliquée au bar et au prepaid. Voilà. Ça, vraiment, ça dépend du type d'hôtel. La question, j'aimerais donner une réponse parfaite, mais en fait, il n'y en a pas, puisque ça dépend du type d'hôtel. Il y a des hôtels qui, effectivement, sont très agressifs avec du prepaid et ils ouvrent souvent. Et dans ces cas-là, ça va forcément attirer plus de réservations. Et il y en a d'autres qui, effectivement, donnent un prepaid un peu moins agressif et qui donnent un quota. Et donc, du coup, ça limite les ventes. Voilà, donc, cette réponse-là, malheureusement, elle ne sera pas plus précise que ça, puisque ça dépend de l'hôtel et de sa stratégie tarifaire et de comment il gère ses disponibilités. Et voilà. J'espère que quand même ça va aider un petit peu. Merci beaucoup. Alors, j'en ai une autre. Faut-il répondre à tous les market leads reçus sur l'Anion si l'abonnement souscrit donne accès aux leads? Oula, alors là, c'est effectivement. Alors moi, j'ai compris la question, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même l'expliquer parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Là, on a un hôtelier expert de l'Enion. Donc l'Enion a plusieurs formules. Ok, il y a la formule basique enfin basique, c'est pas négatif quand je dis, mais c'est la formule standard, on va dire, qui vous permet effectivement d'accéder à l'Enion et puis du coup, vous êtes votre hôtel à un profil et grâce à cela, vous pouvez recevoir des appels d'offres des sociétés. Et une autre option qui est effectivement évoquée par l'hôtelier qui a posé cette question, qui s'appelle le Market Leads, qui est effectivement une option qui permet en fait de recevoir tous les appels d'offres. C'est-à-dire que dans la première option, vous recevez
vous allez recevoir les appels d'offres de sociétés qui envoient, voilà, moi je suis un hôtel 4 étoiles avec un spa, et ben parce que la société veut un 4 étoiles avec un spa, je vais recevoir le RFP. Avec l'option Market Leads, peu importe des critères mis par la société, vous allez quand même recevoir le RFP. J'ai fait un petit résumé rapide, mais j'espère que c'était clair. Du coup, alors je reprends la question. Pour être sûre. Donc, je crois que la personne voulait savoir s'il fallait répondre à tous. Non, parce que quand vous prenez l'option Market Leads, du coup, de facto, vous allez recevoir énormément de RFP. Alors, à moins que vous ayez des équipes en place qui peuvent le faire, mais j'aurais tendance à dire, comme sur chaque RFP, vous avez toutes les conditions mises prérequis par la société pour faire participer au RFP. Si vous voyez que dans ces conditions, votre hôtel n'est pas du tout adapté, j'aurais tendance à dire de ne pas répondre à ce RFP. C'est un peu une perte de temps pour vous de le faire. Voilà. Après, ça dépend effectivement si vous voulez quand même tenter, et surtout si vous avez les équipes en place pour le faire. Parce que comme disait, je crois que c'était Juliette, qui disait qu'effectivement, il pouvait aider au remplissage des RFP. C'est un travail qui est quand même assez conséquent. Ok, merci beaucoup, Laurence. Une question, tiens, je vais la poser à Carole. Combien de parts représentent les GDS dans les ventes d'un hôtel, une moyenne comparée aux OTA, etc.? Alors, ça dépend beaucoup des hôtels, hein. Honnêtement, je pense qu'on a un petit peu répondu déjà à cette question dans la présentation. Souvent, un hôtel qui travaille ses GDS, ça peut être 20% de son chiffre d'affaires, comme ça peut être 30%. Ça va quand même assez rarement au-delà de ça. Ça dépend encore une fois de l'hôtel, ça dépend de sa localisation, ça dépend du travail qu'il fait. Donc c'est assez, ça va varier quand même pas mal, quoi. Après, un hôtel qui travaille pas du tout ses GDS, c'est sûr que c'est plutôt du 5-10%. Après, ce qu'on disait, hein, ce qu'on voit, par exemple là, ce qui est pas mal quand même aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour tous les hôtels de province qui ont des agences de voyage aussi. Il ne faut pas oublier que la durée moyenne du séjour d'un client qui passe par les GDS est souvent beaucoup plus longue qu'un client qui passe par un OTA, et c'est un client qui est fidèle à son agence de voyage, qu'il soit corporate ou loisir d'ailleurs, et qui du coup va permettre aussi d'augmenter à la fin sa réservation directe, parce que ce client-là, il va peut-être revenir quand même à l'hôtel aussi en passant direct. Mais c'est vrai que sur la clientèle loisir, il se fidélise vraiment à son agence de voyage, et sa durée moyenne de séjour est plus importante. Mais ça varie quand même pas mal en fonction du travail qui est fait. Ok, merci beaucoup. Alors, encore une autre question. Que préconisez-vous comme discount du prepaid sur le bar? Laurence, peut-être. Oui, je peux répondre. Alors là, vous n'allez peut-être pas aimer ma réponse, mais ça va dépendre de toute votre stratégie yield que l'hôtel a. Donc effectivement, ça c'est une question. Généralement, on a entre 10 à 15%, bar moins 10, bar moins 15 en dessous pour le prepaid. Bon, ça c'est un grand classique en NANR, donc non annulable, non remboursable. Après, ça dépend effectivement de la stratégie de l'hôtel, du nombre de chambres, de qu'est-ce qu'il veut attirer. Puis il y a aussi le lead time, aussi combien de temps à l'avance vous voulez mettre le prepaid. Ou alors il y a des prepaid qui sont valables tout le temps, sans non plus des early booking, mais des tarifs qui sont ouverts toute l'année. Donc ça, et puis de mettre des quotas aussi, ça peut être intéressant dans le cadre d'un hôtel qui a peu de capacité. Donc après, si vous êtes client d'E-Edge, avec plaisir pour en discuter avec vous, pour voir effectivement, on est là pour vous aider dans votre stratégie tarifaire s'il y a besoin. Donc n'hésitez surtout pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, il y a une question. Comment avoir un numéro GDS et quels sont les meilleurs? Je pense que c'est peut-être le code dont il est question. Alors, c'est une bonne question. Alors, je pense que la personne qui a posé cette question voulait poser comment être connecté au GDS. Alors, parce qu'un numéro GDS, c'est avoir un code GDS. Donc, en fait, le code GDS est propre. Alors, peut-être
l'expliquer, c'est important. Un code GDS est composé de 2 choses. Les 2 premiers caractères sont les codes chaînes, donc le représentant GDS. Par exemple, pour D-Edge, le code chaîne, c'est FG. Donc, un hôtel qui est connecté à D-Edge va avoir son code GDS qui va commencer par FG. Et après, vous avez les property codes. Les property codes, ce sont des codes qui sont assignés à l'hôtel par défaut. Généralement, un hôtel va le garder toute sa vie, ce code-là, même s'il change de représentant GDS, bah, ce sera juste les 2 premiers caractères qui vont changer, le code chaîne. Et après, vous avez property code. Donc, un hôtel ne peut pas choisir son property code, puisque c'est par défaut le GDS qui va l'assigner. En revanche, il peut choisir son chain code, puisqu'il va choisir avec qui il veut travailler pour ses GDS. Voilà. Mais concrètement, ce qui est important, c'est que la chaîne avec laquelle travaille l'hôtel garantit le paiement des commissions. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre des GDS, c'est que les commissions soient bien payées. Alors, dans le cadre de chaînes comme D-Edge, où on centralise et on paye tout, bah, du coup, ça nous permet de le garantir. Après, il y a d'autres chaînes qui laissent les hôtels s'en occuper. Dans ces cas-là, ils ne peuvent pas le garantir. Mais bon, j'espère avoir répondu à la question. Sinon, n'hésitez pas, on a encore un peu de temps pour y répondre. Mais voilà, donc un hôtel ne choisit pas son property code. Il peut choisir son chain code en fonction du représentant qui connecte son hôtel au GDS. Ok, et alors du coup, la dernière question pour aujourd'hui. Après, il ne faudra pas hésiter à venir nous contacter s'il y a d'autres questions, mais là, malheureusement, ce sera la dernière question. Quel est le lead time sur les GDS? Donc, quand vous dites lead time, j'espère avoir bien compris, c'est le délai à laquelle la booking window, donc la fenêtre de réservation. Si c'est ça la bonne question, dans ces cas-là, alors sur Paris, on est en moyenne, je suis désolée de parler de Paris, on est très parisien, je suis désolée, il faudra avoir une version, mais je n'ai pas le chiffre sur la France, mais en tout cas sur Paris, encore une fois, excusez-moi, on ne peut pas faire du parisianisme, mais c'est des chiffres que j'ai en tout cas en tête. On est sur un lead time de 21 jours. Voilà, donc alors pas cette année, parce que c'est une année évidemment, mais sur une année normale, on est sur 21 jours. Donc le client réserve 21 jours avant d'arriver. Alors ça s'explique. Ce qui est bien aussi du GDS, c'est un des points un peu intéressants, c'est qu'effectivement c'est plus long qu'une réservation faite par un OTA ou en direct, puisque du coup, comme c'est généralement un client international, le temps qu'il prenne ses billets d'avion et le temps qu'il vienne, du coup c'est un peu plus long qu'une réservation. Voilà, en espérant avoir répondu que c'était la question. Merci. Parfait. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui pour vos commentaires, vos questions et vos contributions. Je sais qu'il y a certaines questions qu'on n'a pas traitées, mais on va les traiter par la suite à la fin de ce webinaire. On arrive à la fin en fait, et donc on ne voudrait pas trop vous allonger déjà. Ça fait presque une heure qu'on est en ligne avec vous. Donc on reviendra vers vous pour les questions qui n'ont pas été répondues, donc soit avec votre chargé de compte, soit Alexandre reviendra vers vous, Alexandre et Laurence, à ce sujet. Pour ceux qui sont intéressés par ClimbUp, vous recevrez donc la présentation suite à ce webinaire donc d'ici quelques jours. Donc vous la recevrez. Il y aura donc toutes les coordonnées de nos intervenantes aujourd'hui, donc Carole et Juliette. Vous pourrez les retrouver par la suite et les contacter. Donc juste un petit rappel rapide pour vous demander de répondre au questionnaire à la fin de la séance. Ce sera très apprécié. En tout cas, nous espérons avoir répondu à vos attentes. Et donc, restez à l'affût de nos prochains webinaires sur les réseaux sociaux et par email. Et on vous souhaite une très bonne journée.